Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, et lundi, c'est format court, donc je vais répondre à vos questions. Bonjour et merci pour ton travail. De rien, c'est un plaisir. Serait-il possible qu'il y ait la même différence d'échelle entre une molécule et l'univers observable qu'entre l'univers observable et l'univers total? Alors j'imagine que par total, tu entends tout ce qui se trouve au-delà de ce que l'on peut voir. En effet, plus on regarde de loin, plus on regarde dans le passé, puisque la lumière met du temps à arriver jusqu'à nous. Sauf qu'à un moment dans le passé, l'univers était tellement dense qu'il était opaque. Les photons ne pouvaient juste pas se déplacer sans être immédiatement captés par une particule sur leur chemin. Donc, quand on regarde très très loin dans le passé, on se retrouve face à un mur opaque. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien au-delà. L'univers pourrait bien être des milliards de fois plus grand que ce qu'on voit, mais on ne peut pas le savoir puisque la lumière émise à des milliards d'années-lumière de distance n'est tout simplement pas encore arrivée jusqu'à nous. Et donc, la réponse à la question est d'une affligeante et frustrante banalité. On n'en sait rien, parce qu'on ne peut pas voir aussi loin. L'univers se résume-t-il à ce que l'on voit ou bien est-il incroyablement plus vaste? Il n'y a pas de bonne réponse. Et sinon, pour répondre à ta question Anaïs, à savoir pourquoi est-ce que ces rapports de taille sont difficiles à imaginer, parce qu'on est trop con. Non pas que je dise que t'es trop conne, on l'est tous. Nous avons des cerveaux de primates optimisés pour chercher notre subsistance dans les grandes plaines africaines. Mais pour ce qui est de la mécanique quantique ou la vitesse de la lumière, notre cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer pour ça. Quand il s'agit d'imaginer ce qu'est 1 million de kilomètres, on est comme des TI-82 qui essayent de faire tourner GTA V. C'est juste pas possible, notre cerveau n'en a pas la capacité de calcul. Si le sujet t'intéresse, j'ai une vieille vidéo sur la chaîne qui traite du sujet. Le but est de tester les limites de ton cerveau et de le faire bugger. Bon, pas d'inquiétude, c'est pas pour faire une crise d'épilepsie, juste faire planter ta carte graphique. Je te le mets en fiche. Le 12, meilleur calibre du monde? Je savais qu'en vous disant de me poser n'importe quelle question, j'allais en avoir sur les flingues. Alors, vu que je trouve ça intéressant, soit, je vais vous raconter des trucs. Les vieux fusils d'assaut de la Seconde Guerre mondiale utilisaient de grosses munitions très puissantes et à très grande portée. Sauf que c'était beaucoup trop pour simplement défoncer le nazi moyen, et les échanges de tirs se faisaient à bien plus courte portée que celles permises par la munition. Et donc, les grosses munitions, c'était lourd, encombrant, cher, sans compter le recul qui pouvait les rendre difficiles à utiliser quand on fait 60 kg tout mouillé. Après la guerre, l'OTAN a donc décidé de choisir un standard plus adapté tant qu'on peut tirer à au moins 300 mètres et neutraliser son ennemi. Donc, dans les années 50, 3 cartouches sont étudiées, toutes dérivées de la 222 Remington. Celle qui est choisie est la 223. L'armée américaine l'adopte en 1964 dans le M16, et l'OTAN remplace officiellement en 1980 la 7,62 par 51 par ce calibre, le 5,56 par 45. C'est donc le standard des armes de l'OTAN. Le FAMAS de l'armée française, récemment remplacé par le HK416, tire tous les deux cette munition. En termes de dimension, c'est la même que la 223 Remington, mais un peu plus chargée en poudre pour être encore supersonique à 450 mètres. Donc pour répondre à ta question Dedaï, on peut tirer de la 223 de chasse dans une arme de l'OTAN, mais la 5,56 risque d'abîmer prématurément les armes de chasse à cause de sa puissance. Et si t'as une vieille pétoire, elle pourrait peut-être même t'exploser à la gueule. Et donc, le 12, meilleur calibre du monde? Alors meilleur, je sais pas, mais bourré de qualité, ça, oui. 5,56 par 45, 7,62 par 51, 9 mm par 19, que des noms à la con. Les calibres d'armes à feu, c'est un joyeux bordel, puisque chacun a conçu les siens de son côté. Et oui, quand on se fait la guerre, on se met pas d'accord avec les ingénieurs du camp d'en face pour établir un standard, Ce que ça veut dire, c'est que quand vous achetez un pétard, la seule chose que vous pouvez mettre dedans, c'est le calibre pour lequel il a été conçu. Parce que la balle doit entrer dans la chambre du canon et s'y ajuster très précisément, sinon vous foutez tout en l'air. Et ouais, c'est pas comme dans les jeux vidéo où on achète des balles pour pistolet et des balles pour mitrailleuse, et qu'on les fout dans la première arme qu'on a ramassée par terre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que des calibres, il y en a des chiés. Perso, je passe mon temps à les confondre et si certains y arrivent, moi perso, je suis incapable de les reconnaître à l'œil. Et alors que tout ceci se mesure en millimètres ou en pouces, v'là qu'on te sort le 12. 12 quoi? Millimètres? Pouces? Voyons. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Imaginez que vous êtes un soldat pendant un conflit du 19e siècle. Pour alimenter votre fusil, vous avez besoin de balles de plomb. Oui, des balles rondes, c'est de là que vient le nom. Aujourd'hui, on utilise des ogives.
Bref, vous devez les fondre et les mouler aux dimensions de votre canon. Comment celles-ci sont-elles déterminées ? Prenez une livre de plomb, soit environ un demi-kilo. Avec cette livre, plus vous allez faire de balles, plus elles seront petites. Si vous en faites 20, elles seront plus petites que si vous en faites 16. Et si vous en faites 12, elles seront encore plus grosses. Bah voilà, le calibre 12, c'est le calibre que l'on obtient si on fait 12 balles avec une livre de plomb. Simplicité sur 20. Et ceci explique pourquoi les 3 calibres de fusil les plus courants sont le 12, le 16 et le 20, et que le 20 n'est pas le plus gros, mais le plus petit. On trouve aussi du 28 qui est très petit et du 4 qui est très gros. Alors des armes ont existé dans ce calibre, mais aujourd'hui c'est surtout celui des lance-fusées de détresse. Et donc, qu'est-ce qui fait que le 12 c'est mieux que les autres calibres ? Eh bien, quand la 7.62 se limite aux balles blindées, qu'on appelle Full Metal Jacket, oui, le titre du film de Kubrick vient de là, ainsi qu'à 2 ou 3 effets spéciaux comme les balles creuses ou traçantes, dans la cartouche de votre 12, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, pour que ça puisse passer par celle de votre ennemi. Vous avez donc des balles en caoutchouc, qu'on appelle la gomme-cogne, la munition préférée des gilets jaunes, des fusées de détresse au phosphore, des munitions incendiaires, la fameuse Dragon's Breath, le souffle du dragon, de petites billes que l'on appelle la grenaille, que j'utilise par exemple pour le ball-trap, des billes plus grosses qu'on appelle la chevrotine, enfin sauf dans le nord où on appelle ça le pain au chevreau. Vous avez aussi des balles, appelées les slugs, escargots en anglais à cause de leur forme, ainsi que des fléchettes. Ça, c'est la 9 mm de pistolet automatique, ça, de la 357 Magnum, ça, la 222 de tout à l'heure, ça, la 762, et ça, le 12 avec une fléchette. Mais c'est pas tout, vous trouvez aussi des munitions chargées au confetti ou juste avec une bourre, comme dans les fêtes foraines. Il y a même un youtubeur américain qui met absolument tout et n'importe quoi dedans pour voir. Ne faites surtout pas ça chez vous, je me demande comment ce mec peut ne pas encore avoir été grièvement blessé. Et donc le 12, c'est super pratique, donc tout le monde en fabrique, et de fait, la munition est super pas chère. De toutes celles-ci, le 12 est la plus cheap. La 9 mm coûte environ 30 centimes la balle, la 7.62 environ 1 €, et le 12, même si c'est la plus grosse, 18 centimes la cartouche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas votre dose de vidéo, je vais vous parler d'une chaîne que je regarde. Et aujourd'hui, ça sera Taprak Gajoubert. Alors puisque je vous recommande des chaînes que je regarde, ça devait arriver, ceci est une chaîne qui parle d'armes à feu. Gaëtan y explique des techniques pour améliorer son tir et fait des tests de matériel. D'ailleurs, j'y ai déjà fait un caméo l'année dernière quand il a fait le test du pistolet Alien de Logo Arms. Et c'est pas la dernière parce qu'il m'a proposé de passer chez lui tirer à la 12-7. Alors vous vous doutez bien que j'ai dit oui. Je sais juste pas encore quand parce que comme pour Renaud, il habite loin de chez moi. Le style de Gaëtan est très porté sur le kitsch, mais il est très rigoureux et ses conseils sont bons à prendre. Donc, si vous vous en foutez du tir, passez votre chemin, mais dans le cas contraire, je ne saurais que vous conseiller d'aller y jeter un petit coup d'œil. Et si même là, vous n'avez toujours pas votre dose de vidéo, je vous rappelle que pour 5 € par mois sur astronogeek.tv, vous avez accès à tout un catalogue de documentaires dont on a acheté les droits de diffusion, plus le prochain épisode de la chaîne en avance. Alors à la revoyure.